Gospodo i gospođe Dubroviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Voilà, doviđenja. Au sommaire ce soir... Avec 1 million de followers, Tekashi 69 est assurément le roi du Kamasu Trap. 69 années ego trip. Oh, you're not shaved. There's no way in a million years you're gonna get in. It doesn't matter if you're not shaved. Listen, just go home. Ah, les videurs, quel bonheur! Elle a réussi à faire entrer son petit oiseau partout. Avec la photographe Meryl Meisler, c'est bienvenue au club. Soul au monde. Don Bryant, la plume de High Records, avec plus de 150 tubes sous le coude, reprend du service. Wouh! Et enfin, ils ont une araignée au plafond. Les explorateurs du Cosmos Art partent à la conquête extra-artistique. Il y a des champions du monde que personne ne connaît. Et pour cause, ils se planquent. Tous les ans au mois de septembre, 400 participants font le pèlerinage en Italie, à Consono, pour le Nascondino World Championship, les Olympiades de cache-cache. Les règles du jeu tiennent sur un timbre-poste. Chacun a 60 secondes pour se cacher, puis doit se faufiler jusqu'à la base sans se faire attraper. On est comme des chasseurs. On a une poussée d'adrénaline avant d'attraper notre proie. Tu dois faire confiance à tous tes sens pour comprendre où est l'adversaire, où il n'est pas, où tu peux te cacher. Tu te sens un peu comme si tu partais à la guerre. Ne me cherche pas, tu ne me trouveras pas. Depuis 2016, le championnat se joue ici, au pied des Alpes italiennes et aux portes de la ville fantôme de Consono. Aujourd'hui abandonné et tapissé de végétation, ce minaret ou cette pagode chinoise étaient les joyaux du Las Vegas italien. Il y a 55 ans, un comte excentrique édifie dans ces montagnes une cité dédiée au plaisir pour adultes. Après avoir fait raser le village, Mario Bagno, qui a fait fortune dans la construction d'autoroutes et de pistes d'atterrissage, se lance dans des travaux pharaoniques. Embarqué dans sa mégalomanie, le comte Amen, comme le surnommaient les habitants, fait même dynamiter un bout de montagne qui lui gâche la vue. Après 9 ans d'activité, le parc met la clé sous la porte. Quand les organisateurs de Nascondino découvrent le lieu, ils ont la révélation. Celui qui a imaginé ce lieu l'a pensé comme une sorte de pays des jouets, comme un parc d'attractions. Et nous, on y organise le jeu par excellence. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile. Au Nascondino, les planqués qui ont séché les cours de gym ont enfin leur chance. Ce sont des lunettes faites pour voir les gens qui se cachent. Comme ça, rien. Comme ça. À peine arrivés, les 80 équipes s'installent au camping. 10 nationalités sont représentées. Une première pour cette 8e édition étalée sur 3 jours. On est des joueurs d'Onigoko. C'est une sorte de jeu du loup avec une partie de cache-cache. Le président de l'association japonaise d'Onigoko m'a parlé de cette compétition.
Ça m'a beaucoup intéressée, donc j'ai décidé d'y participer et j'ai recruté les membres de notre équipe. Les premières règles du jeu du cache-cache dateraient du IIe siècle, inscrites dans le dictionnaire du philologue Julius Pollux et destinées à l'éducation du jeune empereur romain Commode. Pratiqué au XVIIe siècle, le cache-cache subit la concurrence du colin-maillard dans les cours européennes. Mais il reste le jeu préféré des amants planqués dans les boudoirs. En psychanalyse, Freud voit dans le coucou caché un moyen pour l'enfant de dédramatiser la séparation avec la mère, qu'il retrouve aussi sec. C'est à Ravenne, au nord-est de l'Italie, que l'équipe de Tana Madana, putain de vierge en dialecte romagnol, s'échauffe avant de partir pour les championnats du monde de cache-cache. Cette bande d'amis experts en jeux idiots se retrouve régulièrement dans la maison de leur capitaine, Nicolas, pour fignoler les derniers détails. J'ai des pantoufles stupides. Elles sont comme le tapis, parce que j'aime bien le cache-cache, et elles se camouflent parfaitement. C'est comme moi quand je suis sur le terrain. Montre-leur la coupe qu'on a gagnée. Ah, ça, les gars. C'est cet été. Cet été, on a gagné cette coupe. Nous, les Tana Madana. Un tournoi magnifique. Il y avait 4 sports, il y avait La balle aux prisonniers, le tir à la corde, le frisbee, le baby-foot. Nous, on n'aime pas les sports normaux. On aime bien les sports extrêmes, comme le cache-cache, 1, 2, 3 soleil. C'est comme... T'y as jamais joué? Il faut faire 1, 2, 3 soleil. C'est malheureux, mais à 28 ans, Nicolas ne peut pas faire que jouer. Pendant la semaine, il est conducteur de train de marchandises pour gagner sa vie. Le week-end, il entretient et fait rouler des locomotives à vapeur quand il n'est pas sur la plage pour jouer à la balle aux prisonniers. Tu ne peux pas être juste adulte, sérieux et triste, ni juste un gamin. Et moi, j'aime bien être les deux à la fois. Il y a plein de gens qui me disent que je suis un peu fou de faire des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé des amis qui pensent comme moi. Du coup, on peut faire ces choses-là ensemble. L'idée d'une compétition de cache-cache est née en 2010 à Bergame, un soir d'anniversaire un peu arrosé, auquel participait Giorgio, 30 ans, l'un des 3 organisateurs et fondateurs de l'événement. Avec le championnat du monde de cache-cache, on veut inviter les gens à se divertir. On joue à cache-cache partout dans le monde depuis toujours. Même les animaux jouent à cache-cache. C'est un instinct. Mais c'est aussi quelque chose que l'homme ne doit pas oublier. L'envie de jouer. Il n'y a pas que dans le jeu qu'on se cache. Ici, même les concerts sont planqués dans la montagne. La veille de la compétition, chacun a sa technique pour être au mieux de sa forme. Jessica and Sarah. Shaw. Nice to meet you. Thank you so much. Fallait le faire que c'est toi qui tombes dessus. Le mec, il annonce capot, il a pas le 9. Oui, j'ai pas le 9, mais j'ai pas des... J'espère que demain tu vas pas faire ça. C'est la première fois qu'on arrive à se faire un week-end tous les frères ensemble, parce que maintenant on est tous mariés avec des enfants et tout. Et voilà, on a tous la trentaine, et du coup... Donc je suis aussi là, on est aussi là pour s'amuser. Quand on était petit, on se cachait quand ma mère se mettait en colère. Notre mère, maman sicilienne là, elle nous dressait. Alors, tout le monde lui dit « Ah pétard, que des garçons, ça a dû être dur à la maison. » Et nous on dit « Non, c'était dur pour nous. » Contrairement aux jeux pour enfants, le nascondino est une épreuve sportive. Il vaut mieux s'échauffer pour éviter les bobos. On est de la Guinée, nous deux. Et lui, il est de Sierra Leone. Je suis un footballeur. Je joue dans un petit club en Italie ici, qui s'appelle Boccaleone. Ça avait déjà logé, mais c'est un peu différent avec le jeu des Blancs et des Italiens, ce qu'ils font. C'est pourquoi la première fois, quand je suis venu, j'ai essuyé. Et heureusement, la seconde fois, quand je suis venu, j'ai remporté. L'Australie se considère comme le pays le plus sportif au monde. Mais pour l'instant, en 8 ans de compétition internationale de cache-cache, il n'y a jamais eu une seule équipe australienne. Donc on est là pour remédier à ça.
Les équipes ont 55 manches pour obtenir le maximum de points en arrivant le plus vite possible sur le matelas central appelé Tana, la tanière en italien, et décrocher la médaille de la feuille de figuier d'or. Les compétiteurs peuvent se cacher derrière ces objets dispersés sur l'équivalent d'un terrain de foot. Un rugbyman est lui chargé d'attraper les planqués et les toucher avant qu'ils n'atteignent la base. L'avantage avec cette règle, c'est qu'on n'attend pas caché pendant des semaines. Cette année, c'est l'équipe italienne des Mucche Arrosto, les vaches rôties, qui décrochent le pompon. C'est complètement stupide de passer des heures sur son téléphone à regarder Facebook, non? C'est même beaucoup plus stupide que de courir et de s'amuser avec des amis. Petit, Tekashi 69 a regardé beaucoup de mangas devant sa télé, ça laisse des traces. Depuis, il en glisse dans ses clips et leur rend hommage comme avec le titre Hellsing Station, inspiré par l'œuvre du mangaka Kota Hirano, narrant la lutte d'une société secrète contre les vampires et les morts-vivants. Maniant aussi bien l'univers des mangas que les dollars, Tekashi n'est jamais avare de trouvailles pour faire grimper son nombre de followers, près d'1 million. Dis donc, c'est quoi ce sourire arc-en-ciel? Ouais. Je suis juste une personne heureuse. Beaucoup de gens pensent que... Oh, il est gay, c'est un homosexuel. Mais non, j'aime les femmes. Pour la personne chargée de poser des bips sonores, les clips de Tekashi ne sont pas de tout repos. Né en 96 à Bushwick, un quartier de Brooklyn, Tekashi a 13 ans quand son beau-père est tué. Viré du collège, il travaille comme serveur tout en dealant de l'héroïne. Arrêté et emprisonné, sa peine est allégée car il est alors mineur. À peine majeur, Tekashi se lance dans le rap et met les bouchées doubles. Dans le clip Anarchy XY, il invite une copine croisée au studio de tatouage à faire une suspension. I'm good in my hood. Niggas love me in my town. But y'all niggas need to get yourself some money, cause y'all niggas be broke. The niggas that be talking mad shit be broke. Get you some money, bro. Sur les réseaux sociaux, Tekashi 69 n'hésite pas à montrer qu'il pèse lourd en billets verts, quitte à jeter de l'huile sur le feu. You know what I'm saying? Let's go to the blues. Let's go to the blues. Bro, you know Mec, tu sais combien ça coûte, ça? $40. $40. $40. $40, tu vois. Et mes baskets? $100. Aujourd'hui, les rappeurs mettent $1000 dans une paire de baskets. Jamais je ne mettrai $1000 dans une basket. Et j'ai un putain de t-shirt à $2. $2. Pour être honnête, j'ai grandi dans une famille très pauvre. Ma mère était immigrée mexicaine et mon père est portoricain. Je n'ai jamais connu mon père biologique. Je l'ai jamais vu. Mais j'avais un beau-père qui a été là dès mes 2 ans. Même s'il était avec ma mère pendant 1 an seulement, quand j'étais tout petit, il a choisi de rester, d'être là pour mon frère et moi. Et même s'il a ses propres enfants et ses propres dépenses, il a toujours endossé le rôle de père avec nous. Et il m'emmenait au match de baseball, me faisait aller à l'église, enfin ce genre de trucs. Lorsqu'il enregistre ses premiers clips en 2014, Daniel Hernandez, de son vrai nom, n'a pas encore pris un abonnement chez son tatoueur japonais Takeshi. Il est alors membre du collectif Scum Gang, Scum pour Society Can't Understand Me, la société ne me comprend pas. 3 ans et plus de 200 tatouages de 69 plus tard, Tekashi est devenu l'une des pièces maîtresses du rap new-yorkais. Pour remercier son tatoueur, il s'inspire de son nom pour trouver le sien. Et sinon, la première fois, c'était un 69 ? C'était pas un 69, c'était Scum. J'étais très jeune, genre 15 ans. Et le dernier est sur mon ventre. Un 69. En octobre dernier, le rappeur de 21 ans était pour la première fois en concert à Paris au Nouveau Casino, avant d'aller jouer à Saint-Pétersbourg.
Dans la vraie vie, je suis une personne très violente. J'ai été viré de l'école primaire, du collège. Si vous vous amusez à contacter mes anciens directeurs, ils vous le diront. Daniel Hernandez, j'étais un putain de bulldozer. Je ne veux pas promouvoir la violence, mais je veux dresser le tableau complet. Et que les gens comprennent pourquoi Tekashi est comme ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il renvoie ce message-là? Pourquoi il a grandi comme ça? Voilà ce qui s'est passé. Je veux que les gens comprennent l'histoire de Tekashi 6ix9ine. Depuis qu'il a pris la toile dans ses filets, Tekashi 6ix9ine s'exporte. Il a ainsi signé et enregistré plusieurs morceaux pour le label slovaque Fuck Them, basé près de Bratislava. Je n'essaye pas d'incarner un personnage. Être méchant, ça me vient naturellement. Quand je me retrouve devant la caméra, j'ai l'impression d'être un super méchant, comme si j'avais un super pouvoir. Et ça fonctionne pour Tekashi, ça marche bien. Sophie, notre reporter qui bronze sous les boules à facettes, a rendez-vous avec un oiseau de nuit. Restée dans l'ombre, Meryl Meisler est sous le feu des projecteurs depuis qu'elle a ressorti ses photos prises dans les clubs new-yorkais de la fin des 70s. Comme les bons vins, ces clichés qui ont reposé plus de 30 ans dans un placard ont depuis pris de la valeur. À l'époque, dans le New York des pâtes d'Ef, de la drogue et des paillettes, Meryl a l'impression de voyager entre le paradis et le purgatoire. Dis donc Meryl, toi qui as exploré les deux versants, tu nous conseilles quoi comme destination? Bon, disons le paradis. La vie n'est pas parfaite, mais à chacun la sienne. Et on a tous le droit d'accéder au paradis qu'on s'est choisi. Lorsqu'en 77, Meryl, âgée de 26 ans, prend son appareil photo pour sortir en club, les nuits new-yorkaises se vautrent dans les excès. Au studio 54, qui vient alors d'ouvrir, il faut montrer patte blanche pour avoir une chance d'user ses semelles sur le dance floor. 3 in the morning in Manhattan, and still at Studio 54, people crowd the doors, hoping to get in. But first, they have to do something even harder than finding a place to park here, and that's to win the approval of the owner, 28-year-old Steve Rubel. Oh, you're not shaved? There's no way in a million years you're gonna get in. It doesn't matter if you're not shaved. Listen, just go home. Abonnée aux Nuits Blanches, Meryl fait alors la tournée des Grands-Ducs, appareil photo vissé au cou. Du studio 54 aux mouches, en passant par le CBGB. Je ressentais toute leur énergie et ça correspondait à la mienne. J'aimais particulièrement les costumes, les tenues, et j'aimais le fait qu'on pouvait être à côté d'Andy Warhol et de quelqu'un de complètement inconnu. Il y avait des gens très célèbres, mais je photographiais plutôt les personnes que je trouvais fascinantes. Je m'arrêtais à peine de danser pour prendre une photo. Et si parfois je passais à la couleur, c'est seulement parce que j'avais fait tomber mon appareil et qu'il était en réparation. Je l'ai beaucoup fait réparer, j'emportais cet appareil partout avec moi. Né en 51 d'un père imprimeur qui réalisera en 69 l'affiche de Woodstock et d'une mère esthéticienne, Meryl Meisler grandit à Long Island. Son grand-père lui offre son premier appareil photo pour ses 6 ans. Elle se fait alors la main en mitraillant sa famille. En 72, Meryl flash sur le travail de la photographe des Freaks, Diane Arbus.
Comme son mentor, elle décide alors de devenir l'élève de la pionnière de la street photographie et des noctambules, Lisette Model. Ce que j'ai appris avec Lisette Model, c'est qu'il y a une pureté dans la photographie et dans le regard. Ça n'avait pas d'importance si j'utilisais un éclairage brut ou si je mettais 2 projecteurs sur les côtés. Si j'utilisais un pied ou non, s'il y avait des ombres. Elle voyait l'image et son essence. Elle s'intéressait à ce qu'elle photographiait et à l'histoire derrière. Après 5 ans de clubbing assidu, Meryl décide de trouver un boulot pour payer les factures. Elle postule pour être professeure d'art plastique et décroche sa première affectation à Bushwick, un quartier fauché par la pauvreté. Changement de décor, mais pas d'habitude. Meryl continue de prendre des photos. Quand je suis sortie du métro et que j'ai vu que la plupart des immeubles étaient démolis, la première pensée qui m'a traversé l'esprit, ça a été « S'il y a un poste qui se libère juste avant Noël, c'est qu'ils ont dû tuer le précédent prof. » De 80 à 94, période où elle enseigne à Bushwick, Meryl immortalise le quartier et ses habitants. Ces clichés sont aujourd'hui exposés au Centre culturel Brick de Brooklyn. À 65 ans, la photographe qui vient d'intégrer la galerie new-yorkaise Steven Kasher ne se fait pas prier pour développer ses souvenirs. J'ai remarqué ces jeunes garçons qui allaient se serrer la main et j'ai fait un signe de tête. « Permiso ? OK ?» Et oui, ça s'est passé très vite et j'ai saisi l'instant. Il y a tout là-dedans. La musique, l'amitié, le style, le quartier. Ça résume bien l'époque. Dans ses livres, Meisler choisit de faire se télescoper les univers qu'elle a traversés en les confrontant sous forme de diptyques, créant des liens là où tout semble s'opposer. Je n'ai jamais été comme ça. J'ai toujours vécu comme ça, ou plutôt comme ci et comme ça. Pas vraiment comme ma famille, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma famille. Tout comme ce n'est pas parce que je ne suis pas exactement comme mon voisin que je n'apprécie pas mon voisin. Je dirais que je suis très ouverte d'esprit. Brassé comme un yaourt après les fêtes, remonter la pente avec le Bulgare Ilko Iliev. Filmé façon GTA, sa vidéo a remporté le prix création du Cinédrone, le premier festival international de films tournés au drone. Wait a minute, man. Wait a minute, will you? Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. C'est l'histoire d'un tube inoxydable. De Missy Elliott à Tina Turner, en passant par le groupe Eruption, I Can't Stand the Rain a été plus de 80 fois repris ou samplé, une vraie fontaine de jouvence. L'auteur de ce hit, c'est lui, Don Bryant. Un
soir de 73, il a le coup de génie et écrit le morceau d'un seul coup de crayon. Il a commencé à pleuvoir des cordes. Puis l'orage a grondé, avec des coups de tonnerre. Et quelqu'un a dit « Je hais cette pluie ». Il a suffi de ça. Et alors je crois que j'ai dit « Ça sera un bon titre pour une chanson ». Survivant de l'âge d'or de Memphis, Dunn a écrit plus de 150 morceaux pour Hi Records, studio prolifique d'où sont sorties des légendes de la Southern Soul, la soul du sud des États-Unis, telles que Ovie Wright, Syl Johnson ou encore sa méga star, le révérend Al Green. Dunn naît en 1942 à Memphis, dans l'État du Tennessee. Alors que la ségrégation divise la société, le gospel, la country et le blues se brassent. Bryant grandit à Lauderdale, au sud de la ville, dans une famille de 10 enfants et fait ses gammes dans les chœurs de l'église. Mon père était chanteur dans un groupe de gospel. Et la plupart du temps, il répétait à la maison. Avec 6 frères et 3 sœurs, l'un d'entre nous devait bien prendre le relais. Avec tous les enfants du quartier, on se réunissait et on faisait des vocalises. Alors que les studios Stax et Sun Records prospèrent, le disquaire Joe Quogue monte un nouveau label, High pour Home of Instruments, et place le trompettiste de jazz Willie Mitchell aux commandes. À l'aube des 60s, celui-ci troque les productions de rockabilly pour du rhythm and blues. Adolescent, Dunn et son groupe The Four Kings enregistrent avec Mitchell, qui devient leur tuteur légal. Papa Willie. C'était une figure paternelle pour beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom, Papa Willie. Il essayait toujours d'aider les personnes, s'il le pouvait. Tu pouvais aller lui parler, mais c'était pas une crème non plus. Fallait pas l'emmerder quand il était contrarié. Quand il était occupé au studio, fallait le laisser tranquille. Now, ladies and gentlemen, here's another one of the Willie Mitchell featured artists, Mr. Don Bryant. En 69, après 9 singles, Dunn boucle son premier album. Sa carrière de chanteur solo est lancée. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'une certaine Ann Peebles, une chanteuse d'à peine 21 ans, originaire de Saint-Louis. J'étais le chanteur qui enregistrait le plus au studio avant qu'elle n'arrive. Et quand elle a débarqué, tout le monde a commencé à se focaliser sur elle. Parce que Willie était constamment en train de peaufiner son son à elle. Dès le premier morceau, boum, ça marche. Et au deuxième, boum, un autre tube. Donc je me suis dit, hey, c'est peut-être le moment de faire autre chose. Parce que la carrière de chanteur, ça n'a pas l'air de prendre. Sans rancune pour Dunn, qui lui passera la bague au doigt 4 ans plus tard, en 74. Une romance qui ne s'est toujours pas terminée, mais qui demanda à Dunn une sacrée dose de patience. J'étais un peu timide, pas du genre agressif, tu vois. Mais je sentais que ça allait arriver. Merci. Alors que la carrière d'Ann Peebles décolle à la vitesse d'une fusée, Dunn fait profil bas, devenant l'une des plumes du label. L'heure de gloire sonne pour Willie Mitchell, qui produit ses plus grands hits de soul et rencontre le chanteur qui allait changer son destin et celui de son label, Al Green. Ça ne me dérangeait pas tellement. Je continuais à faire partie de l'aventure. Que je fasse de la musique en chantant, en écrivant, en faisant des chœurs ou autre chose, mon truc c'était la musique.
Aujourd'hui, à 75 ans, Don remonte sur scène et signe son deuxième album, 48 ans après le premier. Depuis la fermeture du studio en 77, Brian s'était consacré à la carrière d'Ann Peebles, dont il assurait les premières parties. Victime d'un AVC en 2012, elle se retire des projecteurs. Je suis tellement heureux d'avoir encore ma voix, parce que je chante avec autant de passion qu'au premier jour. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux donner, je le donnerai. Pour sa première fois en France, Don est l'invité du festival Jazz à la Villette à Paris. Pour sa 14e édition, la Biennale d'art contemporain de Lyon largue les amarres avec plus de 80 artistes invités autour de la thématique des mondes flottants. L'étoile montante de l'art brésilien Ernesto Neto est sur le pont à Lyon pour présenter son installation monumentale, 2 colonnes pour une bulle de lumière, conçue en 2007. Quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Je suis né en 64 et le rêve de devenir astronaute correspond bien à cette époque d'expansion où l'homme voulait voler et découvrir d'autres planètes. Plutôt que de partir dans l'aventure spatiale risquée et coûteuse, Ernesto Neto a décidé d'explorer des nouveaux mondes sans quitter le plancher des vaches. Pour solliciter tous les sens du public, le sculpteur brésilien remplit d'herbes aromatiques ses baluchons géants, utilise des textures qui donnent envie de se rouler dedans, le tout baignant dans une ambiance sonore originale. Né à Rio, Ernesto réalise ses sculptures tentaculaires depuis 88. En 2006, au Panthéon à Paris, il s'inspire du Léviathan, un monstre marin à plusieurs têtes décrit dans la Bible, pour créer cette créature de tulle que l'artiste compare à un corps spatial. Nos 5 sens sont notre seul lien au monde, notre lien au cosmos, à l'environnement, au tout et à notre propre existence intérieure. Quand on réussit à rester en silence, à seulement sentir, respirer, entendre, on se connecte à l'infini. 2 colonnes pour une bulle de lumière est une installation à plusieurs niveaux. Au rez-de-chaussée, occupant 320 mètres carrés, les visiteurs sont invités à se déchausser pour arpenter un colimaçon de coton blanc. Objectif de ce voyage en spirale, se déconnecter du monde matériel pour entrer en contact avec son cosmos intérieur. Depuis qu'il a rencontré il y a 4 ans dans la forêt amazonienne le peuple Unikwin, Ernesto navigue en plein mysticisme. À la dernière Biennale de Venise, l'artiste s'est entouré d'une dizaine de sorcières et chamans pour célébrer des rituels magiques. J'ai créé un lien très fort avec cette spiritualité. J'ai chanté avec eux, j'ai dansé avec eux. Je leur suis très reconnaissant de m'avoir fait comprendre cette lumière. La lumière cosmique, la lumière de la Terre. C'est la rencontre avec Dieu, Dieu et la nature. Et des fois, la nature nous dit « Écoute mon frère, la culture c'est bien. La discussion est intéressante, mais maintenant, il est temps d'aller faire pipi. » L'appel de la nature a aussi été entendu par Thomas Saraceno. Pour son projet Cosmic Dust, poussière cosmique, l'artiste argentin a recruté de drôles d'ouvrières. Chaque année, 40 000 tonnes de poussière cosmique viendraient s'écraser sur la Terre.
Selon l'artiste, il est donc fort probable qu'une partie se retrouve prise dans les toiles de ces arthropodes. Thomas utilise une structure en métal et un peu d'eau au sol pour attirer les tent spiders qui évoluent ici en toute liberté. J'ai toujours aimé les toiles d'araignée depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose qui reste toujours incomplet. Tu peux te tourner vers la droite, vers la gauche. Au début, j'essayais de les prendre en photo, mais j'étais limité par la façon de les éclairer et par l'impossibilité de voir la toile dans sa totalité. En ça, c'est assez semblable à l'univers. Né en 73 en Argentine, Thomas Saraceno vit et travaille aujourd'hui à Berlin. Dans son studio, une vraie fourmilière, une douzaine d'assistants s'activent. Celle-là est belle. Elle devrait l'attraper. C'est aussi là que travaille sans relâche une colonie d'araignées venues des quatre coins du monde pour créer une série de toiles avec pour seule récompense quelques mouches. Dis donc Thomas, ça frise l'exploitation animale? Ce sont elles qui construisent les œuvres, donc ce sont elles qui me manipulent et en profitent. Pourquoi a-t-on toujours cette vision anthropocentrique où ce serait nous qui exploitons l'autre? Je pense que ce n'est pas le cas. La question est plutôt comment arrivent-elles à se mettre au centre de la scène? Elles ont toujours été là, mais maintenant, elles réussissent même à occuper des musées, des galeries, des expositions. Et j'en suis heureux. Pour son projet In Orbit, en orbite, Saraceno conçoit ce grand filet permettant au public d'être suspendu, un peu comme des araignées sur leur toile. Derrière cette œuvre se cache l'obsession de Thomas, flotter dans l'air sans l'aide de combustible, histoire de préserver la planète. En 2015, avec Aerocine, Thomas Saraceno établit le record du monde du plus long vol à énergie solaire. Sur le site de White Sands, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, l'artiste fait flotter un être humain pendant près de 3 heures. Avec son projet Solar Bell, Thomas imagine un monde utopique sans frontières et défiant la gravité. En utilisant les dernières technologies dans le domaine des matériaux ultra légers, l'artiste a même réussi à faire voler cette structure en 2012 dans le ciel hollandais. Nous devons vraiment reconsidérer notre relation avec notre Soleil et avec l'univers. Parfois, ce n'est pas seulement une façon de s'échapper. Proposer un moyen de flotter dans les airs ou de repenser l'environnement dans lequel nous vivons, je pense que ça peut vraiment nous aider. Voilà, Covid génial. Happy Meal Limited est la preuve vivante que le Brexit n'atteint pas le monde de la musique. À base de clips surréalistes gore, ces 3 Français, 2 Anglais et un Grec se revendiquent comme un politburo européen maquillé comme un camion volé. Avec leur patchwork de styles musicaux compressés dans une même chanson, les 6 garçons remplissent les caves londoniennes et abolissent les frontières entre rock, queer et glam. Trax s'est frayé un chemin au festival Pitchfork à la Villette pour les faire piocher dans la malle au trésor de vinyle à la recherche de leurs souvenirs d'enfance, pas si lointains. J'ai choisi celui-ci, Ennio Morricone. J'ai grandi à la campagne, dans le Devon, qui est très rural. Je me prenais pour un cow-boy. J'ai appris très tôt à monter à cheval et j'aimais bien prendre l'arme de mon père, son fusil. Après, je volais un cheval et je partais au galop avec le flingue. Il y avait plein de faisans et de canards. Je leur tirais dessus, comme si j'étais un cow-boy. Excusez-moi. Bonjour papa. Je suis en plein milieu d'une interview là. J'ai jamais utilisé de platine vinyle de ma vie. Du coup, tu les jettes? Ça change de iTunes.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça me rappelle la campagne. Ça marche alors? Ouais, je peux voir les feux envolés. Une des clauses du contrat qu'on a signé avec Sony, c'est notre budget maquillage. Et cheveux. Et cheveux. C'est colossal. D'ailleurs, il est encore plus élevé que notre budget enregistrement. Parce que pour être honnête, ne tournons pas autour du pot. La raison principale pour laquelle on est si populaire, c'est parce qu'on se maquille. Donc on a besoin de ce gros budget. Pour le maquillage. On en a absolument besoin. Et c'est quoi votre budget? On peut pas le dire. Ça serait vulgaire de vous le dire. Oui, ce serait vulgaire. C'est plus que ce que la majorité des gens gagnent en un an. They told me a sub was stained. I replied that depending on stain. What's the point? We're all the same. I think everyone's a little stained. What's the point? We're all the same. I think everyone's a little stained. Mother Teresa was probably stained. My mother and my father stained. London is stained, New York is stained, Caracas is stained. The Chapel is stained, Tokyo stained, Rio is stained. Trax, ça continue sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Bobby génial.